Né en Italie, le fascisme gagne l'Allemagne où le parti nazi, créé en 1919, prend le pouvoir en 1933. Ce parti conduit le monde en quelques années dans une nouvelle guerre mondiale. Sera présenté ici le cas de l'Allemagne. Humiliée par un traité de paix inspiré notamment du désir de vengeance français, l'Allemagne voit fleurir dès 1918 les groupes nationalistes et paramilitaires. Ces groupes cultivent l'idée que l'Allemagne n'a pas perdu la guerre. Ils haïssent autant les vainqueurs que leurs propres politiciens forcés de signer une paix négociée par d'autres. De ces groupes naît le NSDAP en 1919, plus connu sous le nom de Parti nazi. NSDAP, c'est Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. C'est un parti qui est né du DAP, un parti politique issu de la société de Thulé, une organisation secrète nationaliste et antisémite. Parmi les Allemands qui adhèrent au parti se trouve un certain Adolf Hitler. Le parti nazi refuse les voies socialistes et libérales. Elles sont tournées vers l'international. Les nazis sont nationalistes. Artiste raté, ancien combattant et blessé de guerre, Adolf Hitler, d'origine autrichienne, adhère au NSDAP. Orateur enflammé, il gagne en notoriété. En 1919, il participe à la rédaction du programme du parti. Toutes les bases du totalitarisme nazi y figurent. Le fascisme revendique la création d'une troisième voie politique, opposée aux idéologies dominantes, socialistes et libérales. Dans les idées de base des nazis, il y a l'idée que la démocratie et ses libertés individuelles, issues des Lumières, sont combattues. La vision socialiste de la société veut que dans chaque nation, la société soit divisée en classes sociales. Vous avez les riches, les possédants, les capitalistes, et tout en bas les pauvres, les ouvriers et les prolétaires. Dans la vision fasciste, nazie, de la société, peu importe votre statut social, seul compte l'appartenance à la nation. Dans cette vision, chaque nation voit sa population être solidaire. Il s'agit donc d'une solidarité verticale. Le nazisme construit une identité raciale à partir de la supposée race germanique, la race aryenne. La solidarité verticale propre au fascisme se double d'une identité raciale. Le nazisme se base sur l'idée que la race aryenne est composée de surhommes, les Übermensch, voués à dominer les autres. Il s'agit d'une hiérarchie raciale, une idée du XIXe siècle issue du darwinisme social. Le nazisme exige aussi que tous les peuples allemands soient unis au sein d'une même nation. Il y a donc une contestation des traités de paix et notamment du traité de Versailles. Enfin, il exige que la race aryenne bénéficie d'un espace vital pour prospérer, le Lebensraum. Il s'agit d'un projet colonial et impérialiste. Les juifs, comme les slaves ou les tziganes, forment selon les nazis des races inférieures, des sous-hommes, des Untermensch. Toutes ces idées sont posées dans un programme. En février 1920, le parti vote un programme en 25 points. Il n'est pas amené à être modifié. C'est typique d'une idéologie totalitaire, donnant une vérité absolue et non discutable. Dans ce programme, il y a la création d'un grand Reich, avec des colonies qui avaient été enlevées par le traité de Versailles. Ce Reich est réservé aux seuls Allemands. Les étrangers sont expulsés et l'immigration est stoppée.
Dans ce programme, il y a encore la nationalisation d'entreprises et de l'aide aux Allemands par une augmentation des pensions, par une facilitation des études supérieures et enfin par le fait que la fonction publique est réservée aux seuls Allemands. Le programme en 25 points de 1920 pose les bases qui dicteront la politique du Troisième Reich dès les nazis au pouvoir en 1933. En août 1921, Hitler crée avec Röhm un groupe paramilitaire affilié au parti, la Sturmabteilung ou SA. Ses membres se recrutent parmi les anciens combattants et militants de droite. En quelques mois, la SA compte des milliers d'adhérents. Ernst Röhm, leader de la SA, est l'un des plus proches d'Hitler, jusqu'à sa mort en 1934. La SA arbore une chemise brune, inspiration des chemises noires de Mussolini. Alors que l'Allemagne plonge dans une crise économique inédite qui fait dévisser sa monnaie, le NSDAP tente un putsch à Munich. Le 9 novembre 1923, des hauts responsables de la Bavière sont retenus prisonniers et les SA prennent les armes. Hitler est cependant isolé. Il y a des morts. Hitler et les principaux responsables du parti sont arrêtés et jugés. En avril 1924, le parti nazi est interdit et Hitler, qui risquait la peine capitale, condamné à 5 ans de prison. Il n'en fait que quelques mois. Les conséquences du putsch sont assez simples. D'abord, c'est par une stratégie d'alliance avec les forces traditionnelles que les nazis prendront le pouvoir. Ils ne vont plus retenter le coup de force. Mais ce procès a également donné une tribune publique à Hitler, qui devient le seul leader des nationalistes. En prison, il dicte son livre Mein Kampf, un mélange indigeste d'autobiographie et de recueil idéologique. Ce livre est très connu. Dès 1933, il sera offert en cadeau de mariage par l'État à tous les ménages, ce qui assure à son auteur une grande diffusion et de juteux revenus. Il y a encore la création d'un service de protection d'Hitler, la Schutzstaffel, ou SS. Avec le temps, la SS, un groupe fanatisé, devient un véritable État dans l'État. La tentative de putsch de 1923 sera mythifiée par Hitler comme point de départ de l'État nazi. Ses victimes nazies, notamment, seront commémorées. Interdit après la tentative de putsch de 1923, le parti nazi est à nouveau autorisé en 1926, quelques mois après la libération d'Hitler. Ses résultats électoraux sont modestes. L'entrée brutale de l'Allemagne en crise en 1929 et l'augmentation brutale du chômage renforcent le parti nazi. Attention, il est faux de dire qu'Hitler ou sa prise de pouvoir sont une conséquence de la crise de 1929. Le parti, son idéologie, ses principaux animateurs sont tous déjà présents. Les nazis ne sont pas le seul bénéficiaire de la crise. L'extrême gauche profite aussi de l'augmentation de la précarité. En Allemagne, c'est traditionnellement le principal parti qui est chargé par le président de former un gouvernement. Début des années 30, il y a 3 principaux partis. Les nazis, le Parti socialiste et les communistes. En juillet 1932, aux législatives, le parti nazi finit premier, mais le président Hindenburg refuse l'idée de confier le pouvoir à Hitler. L'instabilité politique provoque de nouvelles élections en novembre. Bien que les nazis reculent, ils restent en tête. Hindenburg cède alors devant le danger communiste et une impasse politique. Le 30 janvier 1933, Hitler est chargé de former un gouvernement. Au moment de sa domination, il n'est qu'un chancelier désigné dans un État fédéral. Il met 6 mois à verrouiller le pouvoir. Attention, la construction du totalitarisme nazi est complexe et ne peut se limiter à 3 ou 4 faits. Ne sont présentés ici que les principaux.
Désigné chancelier le 30 janvier 1933, Hitler convoque de nouvelles élections agendées au 5 mars. Les affrontements entre nazis et communistes se multiplient. L'ASA est chargée par le ministre nazi de l'Intérieur de renforcer les forces de l'ordre. En pleine campagne, le 27 février 1933, le Reichstag, le parlement du pays, brûle dans un incendie criminel. Un homme est arrêté sur place. Hitler saisit cette occasion pour mener une sévère répression des communistes et partis de gauche accusés de l'incendie. Publication interdite, leader arrêté, les plus vifs opposants aux nazis sont muselés. Si les nazis obtiennent 43,9% aux élections du 5 mars, gauche et extrême gauche font un score honorable, sachant que ces élections ne sont déjà plus entièrement libres. Renforcé par les élections, Hitler demande alors au Parlement les pleins pouvoirs. Il évoque des menaces suite à l'incendie du Reichstag. Dans le projet, Hitler cumule les pouvoirs exécutifs et législatifs. Le parti nazi minoritaire a pourtant besoin de 2/3 des voix pour faire voter cette loi. Il parvient à convaincre les partis du centre qui votent le projet le 24 mars. Hitler n'a pas inventé cette procédure. Plusieurs chefs de gouvernement avaient eu recours au droit d'exception depuis 1922, mais il était alors limité aux matières financières et administratives. Du 29 juin au 2 juillet 1934, les nazis se débarrassent de la SA et de diverses voix dissonantes. Les violences orchestrées par la SA n'ont pas pris fin avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Au contraire, dès lors, les tensions émergent entre forces de l'ordre, dont l'armée, et la SA devenue inutile pour les nazis. Prétextant un complot d'Ernst Röhm, chef de la SA et pourtant ami proche d'Hitler, les nazis passent à l'action dans la nuit du 29 au 30 juin 1934. Les principaux responsables, dont Röhm, sont arrêtés et tués les jours suivants, sans procès. Le 3 août suivant, le président Hindenburg meurt. Hitler cumule les fonctions de chancelier et président. Il devient Führer du Reich. Le 15 septembre 1935, le Parlement adopte 3 lois qui forment le socle législatif du régime nazi. La loi sur le drapeau qui instaure la croix gammée comme drapeau national, la loi sur la citoyenneté et la loi sur la protection du sang allemand. Le décret d'application de cette loi définit qu'un Allemand ne peut être reconnu comme tel que si aucun de ses 4 grands-parents n'est juif. Le paradoxe est qu'Hitler lui-même ne remplit pas ces critères. L'un de ses 2 grands-pères est inconnu et nul ne peut prouver que ce grand-père n'était pas juif. Cette réalité sera savamment dissimulée par les nazis. En 1935, l'Allemagne est devenue une dictature totalitaire. Les fascismes se sont installés en Allemagne et en Italie. Cette 3e voie politique apparaît pour beaucoup en Europe comme un système politique acceptable face au communisme. En France, en Belgique, en Suisse notamment, fleurissent des partis fascistes. Mais ça, c'est une toute autre histoire.